Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! Le concept de genre occupe une place centrale dans les débats contemporains, abordant des questions de biologie, de culture et de société. Mais que signifie exactement le genre? Est-il une donnée biologique, une caractéristique déterminée par notre sexe à la naissance, ou s'agit-il d'une construction sociale, un rôle façonné par les normes et les attentes de la société? Cette question complexe divise les chercheurs et polarise les opinions. Dans cet épisode, je propose d'explorer d'abord la construction biologique du genre, avant de me pencher sur son aspect social, puis d'analyser comment ces deux dimensions interagissent. Enfin, nous aborderons les débats contemporains pour comprendre les implications sociales de ces différentes perspectives. Pour commencer, le genre est souvent associé au sexe biologique, c'est-à-dire aux caractéristiques physiques et génétiques qui distinguent les hommes des femmes. Cette approche s'appuie sur des distinctions établies par la biologie. Dans la perspective biologique, le genre serait ancré dans les caractéristiques physiques comme les chromosomes, les hormones et les attributs sexuels primaires et secondaires. À la naissance, le sexe est assigné en fonction de l'apparence des organes génitaux externes. Ainsi, la plupart des individus sont catégorisés comme hommes ou femmes dès la naissance. La biologie propose aussi une explication de la différenciation sexuelle. Les hommes et les femmes possèdent des ensembles différents de chromosomes. Les femmes ont des chromosomes XX, tandis que les hommes ont des chromosomes XY. Ce schéma génétique a des conséquences sur la production hormonale, avec une production de testostérone plus élevée chez les hommes et d'estrogène plus élevée chez les femmes, entraînant des caractéristiques sexuelles secondaires comme la pilosité, la voix et la musculature. Dans cette approche, les rôles de genre sont étroitement liés à des différences biologiques supposées entre les sexes. Par exemple, on pourrait penser que les hommes sont plus enclins aux activités physiques et que les femmes sont davantage tournées vers des rôles de soins, en raison d'une prédisposition biologique. Cette perspective est parfois qualifiée de déterminisme biologique, car elle lie les comportements et les rôles de genre à des facteurs innés et immuables. Cependant, cette conception purement biologique présente des limites. Elle ne tient pas compte de la complexité de l'identité de genre, qui dépasse souvent le simple sexe biologique. En effet, certaines personnes peuvent ressentir une identité de genre différente de celle qui leur a été assignée à la naissance, ce qui conduit à la notion de dysphorie de genre. De plus, certaines personnes sont intersexuées, c'est-à-dire qu'elles possèdent des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas strictement aux catégories masculines ou féminines. Ces observations montrent que la biologie, bien qu'importante, ne suffit pas à expliquer la totalité de l'expérience de genre humaine. Il existe un certain flou entre les catégories biologiques, ce qui rend nécessaire une réflexion plus nuancée. À l'opposé de la vision biologique, certains théoriciens considèrent que le genre est principalement une construction sociale, une série de normes et de comportements inculqués par la société. Dès leur plus jeune âge, les individus sont soumis à des processus de socialisation qui influencent leur compréhension du genre. Par exemple, les garçons et les filles sont souvent éduqués de manière différente, avec des attentes distinctes en fonction de leur sexe. Ces attentes sont renforcées par les jouets, les vêtements et les activités genrées. Les garçons sont encouragés à jouer avec des voitures et à pratiquer des sports, tandis que les filles sont souvent dirigées vers les poupées et les activités artistiques. Ce conditionnement est présent dans la famille, l'école, les médias et la culture populaire. Les enfants apprennent ainsi des normes implicites sur ce que signifie être un homme ou une femme dans leur culture. Dans les années 1990, des penseurs comme Judith Butler ont révolutionné la compréhension du genre en proposant que le genre est une performance. Selon Butler, le genre n'est pas une qualité innée mais une série d'actes et de comportements que l'on reproduit en fonction des attentes sociales. En d'autres termes, notre genre serait quelque chose que l'on fait, plutôt que quelque chose que l'on est. Cette perspective met en lumière l'aspect construit et modulable de l'identité de genre, qui varie en fonction des contextes culturels et historiques. Par exemple, la manière dont les femmes et les hommes s'habillent, parlent ou se comportent dépend largement de normes culturelles spécifiques. Ces comportements ne sont pas figés et peuvent évoluer au fil du temps et selon les sociétés. Aujourd'hui, un nombre croissant de personnes s'identifient en dehors des catégories binaires de masculin et féminin. Les identités non binaires, genderqueer ou fluides montrent que le genre peut être vu comme un spectre, et non comme une simple opposition entre deux pôles.
Dans cette optique, le genre est compris comme une expérience personnelle qui ne se limite pas aux catégories rigides traditionnellement imposées par la société. Cette diversité d'identité souligne la nature construite du genre. Si le genre était purement biologique, il ne serait pas aussi diversifié et flexible. Ainsi, la construction sociale du genre permet de mieux comprendre pourquoi les identités de genre sont aussi variées. Entre ces deux conceptions du genre, purement biologique d'un côté et purement social de l'autre, il existe des zones de chevauchement qui révèlent l'interdépendance de ces deux dimensions. Dans la réalité, le genre semble être le résultat d'une interaction complexe entre les facteurs biologiques et les influences sociales. Les prédispositions biologiques peuvent effectivement influencer certains comportements, mais ces comportements sont ensuite façonnés par la socialisation. Par exemple, des recherches montrent que les niveaux hormonaux peuvent être influencés par l'environnement social, ce qui modifie certains comportements associés au genre. Cela signifie que la biologie et le social interagissent constamment pour former notre identité de genre. Cette interaction entre la biologie et le social est étudiée par des disciplines comme la neuropsychologie et la sociobiologie. Par exemple, certaines études suggèrent que les différences entre les cerveaux masculins et féminins, souvent mises en avant pour justifier des rôles de genre différents, ne sont pas aussi marquées qu'on pourrait le croire. En effet, la plasticité cérébrale permet au cerveau de s'adapter aux expériences et aux apprentissages, ce qui montre l'importance de l'environnement social dans le développement des comportements liés au genre. Cette approche intégrative souligne que le genre ne peut être réduit ni à la biologie, ni au social, mais qu'il est façonné par une combinaison de facteurs qui interagissent constamment. Les différences de perspective sur la construction du genre soulèvent de nombreux défis sociaux et politiques. Cette question suscite des débats passionnés, opposant souvent les tenants de l'approche biologique aux partisans d'une vision sociale du genre. Ces débats influencent également les politiques publiques, notamment dans le domaine de l'éducation, où l'importance d'enseigner la diversité des genres est de plus en plus reconnue. En conclusion, la question de la construction des genres reste un sujet fascinant et complexe, qui dépasse les simples cadres biologiques ou sociaux pour englober une multitude d'expériences et de perspectives. Face à cette diversité, il est essentiel de continuer à en débattre et à s'informer pour mieux comprendre la richesse des identités humaines. Si ce podcast vous a permis d'éclaircir certains aspects de cette question, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Que pensez-vous de l'idée de genre en tant que construction sociale ou biologique? Avez-vous des expériences personnelles ou des avis à partager? Votre opinion compte et peut enrichir la réflexion de chacun. Et bien sûr, si vous avez trouvé cet épisode intéressant, partagez-le autour de vous pour ouvrir la discussion avec vos proches.